Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cours de physique sur la partie du programme de seconde ondes et signaux. Nous travaillerons aujourd'hui sur le deuxième chapitre de cette partie, à savoir le chapitre vision et images, autrement dit tout ce qui touche à l'étude de la lumière. Puisqu'en classe de seconde, nous allons voir des choses diverses et variées sur la lumière, nous avons choisi ici de décomposer ce chapitre en trois petites parties. Une sur la propagation de la lumière, une sur les spectres lumineux et une sur les lentilles optiques. Je vous invite d'ailleurs à télécharger les fiches de cours associées à ces chapitres dans la description de la vidéo. Vous pouvez bien sûr passer d'une partie à l'autre dans la description de la vidéo, mais nous allons à tous les cas commencer par la propagation de la lumière. Et dans cette partie, nous parlerons de deux choses. Dans un premier temps, déjà, à quelle vitesse est-ce que la lumière va se propager? Puis nous verrons ensuite comment la lumière se comporte lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre. Nous utiliserons pour cela les lois de Snell-Descartes. Donc à la manière du son, la lumière elle va se propager comme une onde. Et même si elle est beaucoup plus rapide, elle va mettre un certain temps à nous parvenir. Vous savez d'ailleurs que parfois on voit des étoiles briller, mais qu'elles sont tellement loin qu'en réalité l'étoile est déjà morte. Elle a arrêté d'émettre de la lumière. Et en tous les cas, c'est dans l'espace que la lumière va se propager le plus rapidement. Lorsqu'elle est dans le vide, la lumière elle va atteindre une vitesse de 300 000 km par seconde, ce que l'on pourra noter dans les exercices comme une vitesse de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette valeur pour la vitesse dans le vide, elle est à retenir, on l'appelle la célérité. Nous allons avoir dans ce chapitre de physique, et dans les prochains d'ailleurs, pas mal de calculs à réaliser. Il va être important de bien manipuler les nombres en classe de seconde, et notamment les puissances de 10. Donc essayons à travers un petit exercice d'application de découvrir déjà en combien de temps la lumière émise par le Soleil parvient-elle sur la Terre. Et commençons par nous intéresser à la distance qui sépare la Terre du Soleil, qui est de environ 150 millions de kilomètres. Vous savez qu'un million, c'est 10 puissance 6, donc si le Soleil était à 1 million de kilomètres de la Terre, il serait à 10 puissance 6 kilomètres. Étant donné qu'il est à 150 millions de kilomètres, il est en réalité à 150 fois 10 puissance 6 kilomètres, que l'on écrira en écriture scientifique 1,5 fois 10 puissance 8 kilomètres. Et 1 km, c'est 1000 mètres. Autrement dit, 1 km, c'est 10 puissance 3 mètres. Donc si je veux mettre 150 millions de kilomètres en mètres, je dois les multiplier par 10 puissance 3. Et en multipliant 1,5 fois 10 puissance 8 par 10 puissance 3, on obtient une distance entre la Terre et le Soleil qui est finalement de 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Nous avons ici utilisé la propriété mathématique sur les puissances de 10 qui nous dit que 10 puissance A fois 10 puissance B est égal à 10 puissance A plus B. Et pourquoi est-ce que nous avons été exprimer cette distance en mètres? Eh bien, puisque nous allons en fait utiliser l'équation qui relie la vitesse avec la distance et le temps, et puisque nous utilisons une vitesse qui est exprimée en mètres par seconde, nous devons avoir une distance exprimée en mètres, et le temps que nous trouverons sera en secondes. C'est bien le temps que nous cherchons ici, le temps que la lumière du soleil met à parvenir sur la Terre, le delta T donc dans l'équation. Cette relation entre ces trois grandeurs, elle peut s'écrire delta T est égal à D divisé par V, puisque si on passe le delta T de l'autre côté, il va se retrouver en haut, étant donné qu'il était en bas. Et si on passe le V de l'autre côté, il va se retrouver en bas, étant donné qu'il était en haut. Passons à présent à l'application numérique et divisons 1,5 fois 10 puissance 11 par 3 fois 10 puissance 8. Ici, nous n'avons en réalité pas besoin d'utiliser la calculatrice pour trouver le résultat. On peut en effet séparer nos chiffres de nos puissances de 10. On se retrouve alors avec 1,5 divisé par 3 et 10 puissance 11 divisé par 10 puissance 8. Et en mathématiques, nous avons vu comment faire ce genre de calcul, puisque 10 puissance A sur 10 puissance B, c'est en réalité 10 puissance A moins B. Et donc 10 puissance 11 sur 10 puissance 8, c'est égal à 10 puissance 11 moins 8. Nous avons donc 10 puissance 3 pour nos puissances. Et 0,5 pour notre chiffre, étant donné que 1,5 divisé par 3, ça va nous donner 0,5, puisque 1,5 c'est la moitié de 3. Et on se retrouve donc avec un temps delta t qui est égal à 0,5 fois 10 puissance 3 secondes. Voilà le genre de calcul avec lesquels il va falloir commencer à être à l'aise en classe de seconde. Nous avons ainsi trouvé que la lumière du soleil met 500 secondes pour parvenir sur la Terre, puisque vous savez qu'en réalité 10 puissance 3 c'est 1000, et que si je multiplie 0,5 par 1000, j'obtiens 500.
ce qui fait donc un petit peu plus de 8 minutes pour que la lumière du soleil arrive sur la Terre. Et plus un objet qui émet de la lumière est loin, plus sa lumière va mettre du temps à nous parvenir. La Lune, qui est relativement proche, par exemple, nous envoie sa lumière en seulement 1,30 secondes. Le Soleil, comme nous l'avons vu à l'instant, va nous envoyer sa lumière en 8 minutes. Mais nous avons des astres qui sont beaucoup plus éloignés que ça. Si on sort du système solaire et qu'on s'intéresse à la lumière provenant d'un autre système de planètes, le système planétaire du Centaure par exemple, qui est le système le plus proche du système solaire, eh bien, un astre qui émettrait de la lumière dans ce système de planètes mettrait 4 ans pour nous envoyer sa lumière. Et si on pense à une planète se situant à l'autre bout de notre galaxie, elle mettrait carrément 52 000 années pour nous envoyer sa lumière, tellement elle serait éloignée. Donc si la lumière d'une étoile met une année à nous parvenir, on dit que cette étoile, elle est située à une distance d'une année-lumière. Essayons de calculer cette distance. Reprenons notre relation qui lie la vitesse avec la distance et le temps, et cette fois-ci nous allons chercher une distance, donc le petit d. Nous allons l'isoler. Donc pour cela il va falloir passer le delta t de l'autre côté, et nous aurons finalement une distance qui est égale à la vitesse fois le temps. Ici, la vitesse, c'est la célérité de la lumière, puisque nous sommes dans l'espace et que la lumière se propage à 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. Et le temps, c'est une année, puisque l'on veut trouver à quelle distance se situe une planète dont la lumière nous parviendrait en 1 an. Mais ce temps d'une année, nous devons l'exprimer en secondes, étant donné que nous avons une vitesse qui est donnée en mètres par seconde. Et la distance que nous trouverons sera finalement en mètres. Nous devons donc multiplier la vitesse à un temps de 365,25, puisque c'est le nombre de jours qu'il y a dans une année, fois 24, puisqu'il y a 24 heures dans une journée, fois 60, puisqu'il y a 60 minutes dans chacune de ces heures, et puis encore une fois 60, puisqu'il y a 60 secondes dans chacune des minutes. Donc finalement, il faut multiplier la vitesse par un temps de 31 557 600 secondes. Et donc la distance qui nous sépare de cette étoile dont la lumière nous parviendrait en une année exactement, elle est de 9,461 fois 10 puissance 15 mètres. Pour conclure cette partie sur la célérité, retenez bien qu'une année-lumière, c'est en réalité une distance, une très grande distance que la lumière met 1 an à parcourir, et qui correspond à 9 millions de milliards de mètres, ou encore 9000 milliards de kilomètres. C'est pour cela que lorsqu'on parle d'une planète très éloignée, on préfère dire qu'elle se situe à une année-lumière, ou 2 années-lumière. Maintenant que nous avons parlé de la vitesse de la lumière, nous allons voir selon quelle direction la lumière va se propager. Normalement, elle va se propager en ligne droite, mais ceci n'est valable que si le milieu est premièrement homogène, c'est-à-dire qu'il a les mêmes propriétés en tout point. Deuxièmement, le milieu doit être transparent pour que la lumière puisse passer au travers. Et enfin, le milieu doit être isotrope, c'est-à-dire que les propriétés du milieu ne changent pas en fonction de la direction empruntée par la lumière. Ne vous inquiétez pas trop avec cette définition, dans les milieux que nous allons étudier, la lumière elle va se propager toujours en ligne droite. Nous représenterons donc un faisceau lumineux par une flèche droite. Et par contre, à chaque fois que la lumière va rencontrer un nouveau milieu, elle va changer de direction. En effet, lorsque la lumière va rencontrer un second milieu, une partie du rayon va être réfléchie, ou renvoyée si l'on préfère. Vous voyez ici le rayon incident en bleu et le rayon réfléchi ou renvoyé en vert. C'est notamment ce qu'on peut observer quand on regarde l'eau d'un lac, par exemple. On va apercevoir l'image du paysage extérieur qui est réfléchie. Autrement dit, la lumière qui provient du premier milieu, l'air, est réfléchie lorsqu'elle arrive sur le second milieu, l'eau. Et selon les lois de Snell-Descartes, l'angle que va former le rayon incident avec la normale est égal à l'angle que va former le rayon réfléchi avec la normale. Donc la normale, c'est une droite imaginaire qui passe par le point d'incidence et qui est perpendiculaire à la surface de séparation entre les deux milieux. Et ce qu'on appelle le point d'incidence, c'est l'endroit précis, le point d'impact du rayon incident sur la surface de séparation des milieux. Enfin, sachez que la surface de séparation entre les deux milieux, on peut aussi l'appeler le dioptre. Donc retenons surtout que la première loi de Snell-Descartes nous dit que le rayon incident et le rayon réfléchi forment exactement le même angle avec la normale. Et sachez que si une partie du rayon incident est réfléchie,
vous allez avoir une autre partie du rayon incident qui va, elle, être réfractée. C'est-à-dire qu'elle va pénétrer dans le second milieu, mais qu'elle va être déviée. C'est pour cela que lorsqu'on regarde un pinceau dans l'eau, bien que pourtant droit, il va nous apparaître tordu. Un rayon lumineux qui rentre dans un deuxième milieu, il va être dévié. Et la seconde loi de Snell-Descartes, elle va nous donner des informations sur la manière dont le faisceau lumineux est dévié. De quel angle exactement il va être dévié. Cette seconde loi de Snell-Descartes, elle nous dit que l'angle formé par le rayon d'incidence avec la normale, I1, il est lié à l'angle que forme le rayon réfracté avec la normale, I2, par la relation suivante, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Et dans cette relation, N1 c'est l'indice de réfraction du premier milieu, alors que N2 c'est l'indice de réfraction du second milieu. Les indices de réfraction, ils sont propres à chaque milieu. L'indice de réfraction du vide vaut par exemple 1, mais l'indice de réfraction de l'eau, il va avoir une autre valeur. Voyons tout de suite un exemple d'application de cette seconde loi de Snell-Descartes qui va nous permettre de trouver l'indice de réfraction de l'eau. C'est quelque chose que vous pourrez trouver en exercice et qui va vous permettre de bien comprendre comment fonctionne cette relation. Ici, vous avez un rayon incident en rouge qui passe dans l'air avec une certaine direction. Il atteint un second milieu en formant un angle d'incidence avec la normale de 45 degrés. Puis la lumière est déviée et rentre finalement dans l'eau en formant cette fois un angle de 32 degrés avec la normale. Et selon la seconde loi de Snell-Descartes, nos deux angles sont liés par la relation suivante, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Nous cherchons ici l'indice de réfraction de l'eau, N2. Nous allons donc isoler N2 dans notre relation pour pouvoir le calculer. Donc si on passe le sinus I2 de l'autre côté, il va se retrouver au dénominateur. On a ainsi N2 qui est égal à N1 fois sinus I1 sur sinus I2. On peut à présent faire notre application numérique, sachant que l'indice de réfraction dans l'air N1 vaut 1 et que l'on connaît la mesure de nos deux angles. Et en tapant sur notre calculatrice sinus de 45 divisé par sinus de 32, nous allons trouver que l'indice de réfraction de l'eau est de 1,33. Attention à ce que votre calculatrice soit bien réglée en mode degré et non en mode radian. Donc généralement, les indices de réfraction, ils vont vous être donnés dans les exercices. On vous demandera plutôt de calculer selon quel angle le rayon il est dévié en entrant dans le second milieu. Voyons un second exemple d'application un peu plus commun où l'on connaît cette fois-ci l'indice de réfraction des deux milieux, 1 pour le premier qui est donc de l'air ou du vide et 1,5 pour le second milieu qui est probablement du verre ou quelque chose qui y ressemble. En tout cas, lors d'un exercice, on vous donnera toujours 3 grandeurs et vous serez amené à calculer la quatrième. Le plus souvent, comme ici, vous devriez calculer l'angle I2. Et pour cela, il va falloir isoler le sinus I2 en passant le N indice 2 de l'autre côté. On se retrouve avec sinus I2 qui est égal à N1 fois sinus I1 divisé par N2. Procédons ensuite à l'application numérique en remplaçant par les valeurs que nous connaissons, à savoir 1 pour l'indice de réfraction N1, 1,5 pour l'indice de réfraction N2 et 60 degrés pour l'angle d'incidence I1. Et en tapant cela sur notre calculatrice, nous devrions trouver 0,67 pour le sinus de I2. Attention, on nous demande de calculer souvent l'angle I2 et non pas le sinus de l'angle I2. Et il faut donc terminer avec une dernière étape en tapant sur sa calculatrice sinus moins 1 de 0,67, ce qui va nous donner ici un angle d'environ 35,3 degrés. Donc le rayon réfracté, il forme un angle de 35,3 degrés avec la normale. Voilà ce qu'il faut impérativement retenir sur les lois de Snell-Descartes. C'est que lorsque la lumière elle traverse un milieu, vous allez avoir une partie du rayon qui est réfléchie, qui va faire un angle égal à celui que fait le rayon incident avec la normale. Et vous aurez une seconde partie du rayon qui est réfractée, donc qui sera donc déviée d'un certain angle que vous allez pouvoir calculer grâce à la relation N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Et juste une dernière remarque concernant le rayon dévié, si votre second milieu a un indice de réfraction plus grand que le premier, comme c'est le cas lorsque l'on arrive de l'air dans l'eau, alors l'angle formé par le rayon réfracté sera plus petit. En revanche, si votre second milieu il possède un indice de réfraction plus petit que le premier,
comme par exemple un rayon qui sort du verre pour se retrouver dans l'air, alors l'angle formé par le rayon réfracté sera plus grand. Et pour finir, parlons un petit peu de ce que c'est que ces indices de réfraction. Donc sachez que l'indice de réfraction d'un milieu, il dépend en réalité de la vitesse à laquelle la lumière va se propager au travers de ce milieu. En effet, l'indice de réfraction d'un milieu, il peut se calculer grâce à la relation suivante. Petit n égale c sur v, où c est la célérité, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide, et v, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu en question. C'est pour cela que dans le vide, l'indice de réfraction vaut 1, puisqu'on divise la célérité, à savoir 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, comme nous avons vu au début du cours, par elle-même. Maintenant, on peut s'amuser à trouver la vitesse de la lumière lorsqu'elle se propage dans l'eau, puisque nous avons vu que l'indice de réfraction de l'eau, il est de 1,33. Ainsi, pour trouver la vitesse de la lumière dans l'eau, il nous suffit d'isoler la vitesse dans l'équation et de diviser donc la célérité par l'indice de réfraction de l'eau. Et on peut finalement trouver que la vitesse de la lumière dans l'eau, elle est de 2,25 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, soit 225 000 km par seconde. Donc pas mal moins rapide que lorsque la lumière se propage dans le vide, à 300 000 km par seconde. Voici pour finir quelques indices de réfraction dans différents milieux et matériaux. Vous pouvez retrouver par exemple l'indice de réfraction de l'eau de 1,33 ou le verre de 1,50 dont nous avons déjà parlé. Ils ne sont pas à retenir par cœur, mais souvenez-vous qu'ils sont directement liés à la vitesse à laquelle se propage la lumière dans le milieu en question. Et retenez également la formule que nous venons de voir qui peut vous permettre de calculer un indice de réfraction à partir des vitesses si cela vous est demandé. Vous voyez par ailleurs dans ce tableau que l'indice de réfraction de l'air est très proche de 1. L'air est en effet un milieu constitué quasiment de vide, puisque les molécules de gaz qu'il compose sont très éloignées les unes des autres. Nous reverrons ça dans un prochain chapitre de chimie. Mais toujours est-il que lors des exercices, on va généralement considérer que l'indice de réfraction de l'air vaut 1. Voilà qui conclut la première partie du chapitre Vision et images. Donc nous avons vu jusqu'à présent tout ce qui concernait la propagation de la lumière. Et dans la seconde partie, nous allons maintenant parler des spectres lumineux. Nous allons donc voir en quelque sorte de quoi la lumière elle est composée et un petit peu les différents types de lumière qu'on peut observer. Et pour les spectres lumineux, nous étudierons premièrement le phénomène de dispersion de la lumière blanche, c'est-à-dire comment la lumière blanche va pouvoir se disperser, se séparer en plusieurs lumières colorées. Ensuite, nous verrons un premier type de spectre, les spectres continus, donc qui correspondent aux spectres émis par la lumière blanche. Puis nous verrons les spectres discontinus, qui sont eux émis par les lumières colorées. Commençons par parler un petit peu de la lumière blanche, qui est en réalité composée de plusieurs lumières colorées. Donc vous savez peut-être déjà, mais lorsqu'on superpose toutes les couleurs, on va obtenir du blanc. Et donc la lumière blanche, dans la lumière blanche, il y a des radiations de toutes les couleurs. Et cette lumière blanche, elle va pouvoir être émise de plusieurs façons. Tout d'abord, il existe certains éléments qu'on va appeler les corps chauds, qui sont capables de produire eux-mêmes de la lumière blanche. Donc c'est le cas du soleil, mais également du feu. Et bien on peut penser aussi à des ampoules à filaments. Nous appellerons tous ces éléments des sources primaires de lumière. Ensuite, nous allons avoir certains corps qui vont émettre de la lumière blanche, mais sans la produire eux-mêmes. Ils vont en réalité renvoyer la lumière qu'ils reçoivent. Nous appellerons ces corps les objets diffusants. Donc on peut penser à la Lune, ou même au mur d'une pièce, qui vont réfléchir la lumière émise par le soleil. Ou même on peut penser à une pièce de métal qui va se mettre à émettre de la lumière uniquement si on la chauffe très fort. Ces corps sont considérés comme des sources secondaires de lumière. Et lorsque la lumière elle est émise, elle va ensuite se propager comme une onde. Donc de la même manière que le son. Sauf que nous avons vu que la lumière elle se propage beaucoup plus rapidement, puisque les longueurs d'onde pour les ondes lumineuses, elles sont beaucoup plus petites que pour le son. Les ondes de la lumière visible, elles ont une période légèrement supérieure aux ondes ultraviolettes. Les ondes ultraviolettes constituent en fait la partie de la lumière non visible qui est émise par le soleil. Et elles ont une période légèrement inférieure aux ondes infrarouges, qui peuvent être elles émises par des corps plus froids, comme le corps humain par exemple, qui va pouvoir émettre des ondes infrarouges. Dans ce chapitre, nous ne nous attarderons pas davantage sur ce que c'est qu'une période, une longueur d'onde
étant donné que ces notions, elles sont davantage approfondies dans le chapitre sur le son. Et en tout cas, pour la lumière visible, produite par les corps chauds et les objets diffusants, les longueurs d'onde, elles vont varier de 380 nanomètres pour une radiation bleue à 780 nanomètres pour une radiation rouge. Et nous allons pouvoir observer ces radiations avec un spectroscope. Donc cet appareil va nous permettre d'obtenir différents spectres pour chaque type de lumière et de pouvoir analyser les lumières. De nos jours, nous utilisons les spectroscopes pour analyser la lumière, mais ils se reposent sur des principes qui sont connus depuis assez longtemps, puisque Newton, dès le XVIIe siècle, il avait réalisé des expériences pour décomposer et analyser la lumière. En effet, il suffit d'utiliser un prisme où on fait passer la lumière blanche qui va être déviée et va se décomposer en plusieurs lumières colorées. On peut ensuite observer les différentes lumières colorées ou les différentes radiations qui composent la lumière blanche sur un écran. Le fonctionnement du spectroscope repose en fait sur le phénomène physique de dispersion de la lumière blanche. C'est d'ailleurs ce que l'on observe lors de la formation d'arc-en-ciel. À ce moment-là, ce sont les gouttes d'eau qui vont jouer le rôle du prisme et qui vont permettre à la lumière blanche émise par le soleil de se disperser. Comme vous le voyez sur le zoom de la goutte d'eau, les radiations colorées sont déviées avec des angles différents en rentrant dans le second milieu qui est la goutte d'eau. Nous en avons parlé au précédent chapitre et notamment lors de la séance d'exercice. Les différentes radiations ou les différentes couleurs, elles sont réfractées avec un angle différent en changeant de milieu. Puis elles sont réfléchies au fond de la goutte d'eau, ce qui va amplifier leur séparation. Et enfin, elles sont de nouveau réfractées au sortir de la goutte d'eau. Ainsi, en sortant de la goutte d'eau, les radiations colorées, elles ont des angles tellement différents qu'elles se sont complètement séparées. On dit alors que la lumière s'est dispersée et on observe un arc-en-ciel. Petite remarque, pour pouvoir observer un arc-en-ciel, la lumière blanche, autrement dit le soleil, il doit être placé dans votre dos. Et les gouttes de pluie, qui font office de prisme et qui vont renvoyer la lumière dispersée, elles doivent être placées devant vous. Même lorsqu'il ne pleut pas, nous allons pouvoir observer le spectre émis par le soleil, en utilisant par exemple un spectroscope de nos jours. Le soleil, qui est un corps chaud, produit une lumière blanche et possède donc un spectre continu comme celui-ci. Le spectre émis par le soleil contient toutes les radiations possibles, allant de 780 nanomètres de longueur d'onde pour les radiations rouges jusqu'à 380 nanomètres pour les radiations bleu-violettes. Le soleil ayant une température de 5500 degrés Celsius, il va émettre toutes les radiations lumineuses possibles et même des radiations ultraviolettes. Mais si on prend par exemple une lampe à filament qui s'allume et qui n'est pas encore extrêmement chaude, eh bien elle va émettre seulement une partie du spectre de la lumière blanche. Il s'agit bien d'un spectre continu puisque toutes les radiations entre 600 et 780 nanomètres sont émises. Mais ce spectre il est incomplet par rapport au spectre émis par le soleil, puisque la lampe elle n'émet pas de radiation bleue ni verte. La couleur du filament sera d'ailleurs à ce moment-là rouge orangé. En revanche, lorsque le filament va se mettre à chauffer de plus en plus, la lampe va émettre davantage de radiations, et notamment des radiations jaunes aux alentours de 550 nanomètres, voire vertes autour de 500 nanomètres, et la couleur globale du filament sera finalement jaune, puisqu'il émet toutes les radiations du rouge jusqu'au vert, et que si on additionne toutes ces couleurs, on va observer du jaune. Enfin, lorsque la lampe a suffisamment chauffé et qu'elle atteint son plein régime de fonctionnement, elle va émettre toutes les radiations allant du rouge au bleu-violet. Et la couleur du filament sera à ce moment-là blanche, puisque lorsqu'on additionne toutes ces radiations lumineuses, on obtient du blanc. Donc dans ces conditions, la température de la lampe à filament, elle approche les 3400 degrés. C'est le même principe pour un bout de métal qui va diffuser de la lumière lorsqu'on le chauffe. Lorsque le métal il atteint une température de 800 degrés Celsius, il va commencer à émettre de la lumière rouge. Et lorsqu'on continue de chauffer ce métal jusqu'à 1200 degrés, il va adopter une couleur orange clair, puisqu'il va émettre de plus en plus de radiations, à savoir toutes les radiations allant du rouge jusqu'au jaune. Et enfin, si on chauffe le métal jusqu'à 1500 degrés, il va alors émettre toutes les radiations allant du rouge jusqu'au presque bleu, et il émettra une lumière quasi blanche éblouissante à ce moment-là. On dit d'ailleurs qu'on a chauffé le métal à blanc. L'analyse des spectres continus, émis par différents corps, elle va nous permettre en fait de déterminer la température de ces corps. Il existe également d'autres sources lumineuses qui vont émettre un autre type de spectre. On va penser maintenant aux lumières colorées.
Cela va se produire lorsqu'un gaz est excité ou chauffé. Il va alors émettre une lumière qu'on appellera cette fois-ci lumière colorée. Et c'est le principe des néons qui, en fonction du gaz qu'on utilise, vont avoir différentes couleurs. C'est aussi le principe de fonctionnement d'anciens réverbères où on excite ici du sodium. Par exemple, lorsqu'il est excité, le mercure va émettre quelques radiations colorées. Une radiation violette de longueur d'onde 407 nanomètres, une bleue de longueur d'onde 434 nanomètres, une jaune de 546 et deux oranges très proches de 577 et 579 nanomètres. Alors que le sodium, lui, lorsqu'il est excité, il ne va émettre qu'une seule radiation colorée jaune de longueur d'onde 550 nanomètres. Finalement, il va y avoir des gaz qui émettent plusieurs radiations colorées, comme le mercure, et on dira alors que la lumière émise est polychromatique. Et si le gaz n'émet qu'une seule radiation colorée, comme c'est le cas du sodium, alors on dira que la lumière, elle est monochromatique. Mais dans tous les cas, pour ces lumières colorées, il n'y a que quelques radiations présentes sur le spectre. Et nous avons des spectres discontinus, contrairement aux spectres de la lumière blanche qui, eux, étaient des spectres continus. Ces spectres discontinus que vous voyez sur fond noir, retenez-le bien, s'appellent des spectres de raies d'émission. Ils sont émis par les gaz. Les gaz sont donc capables d'émettre certaines radiations colorées lorsqu'ils sont excités. Le nombre et la nature de ces radiations colorées dépendra du gaz en question. Mais s'ils sont capables d'émettre ces radiations, c'est parce que lorsqu'ils sont au repos, ils vont absorber la lumière blanche produite par les corps chauds. En effet, si on observe la lumière blanche produite par un corps chaud et que devant lui se trouvent des gaz, nous allons pouvoir observer un nouveau type de spectre. On va parler cette fois de spectre de raies d'absorption. Il s'agit d'un spectre discontinu avec un fond coloré et quelques raies noires qui correspondent aux radiations qui vont être absorbées par le gaz. Si on reprend le mercure et le sodium que nous avons vu tout à l'heure, nous constatons que lorsque les gaz sont froids, ils vont avoir un spectre d'absorption, donc des raies noires sur fond coloré. Et lorsqu'ils sont chauds, ils vont avoir un spectre d'émission, donc des raies colorées sur un fond noir. On constate par ailleurs que le mercure est capable d'émettre 5 radiations colorées qu'il a été capable d'absorber, alors que le sodium n'est capable d'émettre qu'une seule radiation jaune de longueur d'onde 550 nanomètres et qui correspond parfaitement à la longueur d'onde qu'il a absorbée de la lumière blanche. Ces spectres d'absorption, ils vont être très intéressants puisqu'ils vont nous permettre de faire un autre type d'analyse. Ils vont nous permettre en fait d'identifier quels sont les gaz présents dans l'atmosphère d'une étoile. Si par exemple un astre produit de la lumière blanche et qu'en analysant la lumière reçue de cette étoile au spectroscope, on obtient un spectre discontinu tel que celui-ci, alors cela veut dire qu'il y a un gaz qui a absorbé quelques radiations lumineuses. Et en comparant ce spectre reçu de l'étoile avec les spectres d'émission que l'on connaît et qui sont différents pour chacun des gaz, on peut se rendre compte que ici finalement le gaz se trouvant dans l'atmosphère de cet astre, c'est du mercure. Et parfois, souvent même, il y a plusieurs gaz dans l'atmosphère d'une étoile. Et on aura davantage de raies noires qui correspondront à toutes les radiations absorbées par les différents gaz présents dans l'atmosphère de l'étoile. Ici, si vous avez bien observé, il y a une radiation supplémentaire qui a été ajoutée à 550 nanomètres, ce qui correspond à la radiation émise par le sodium. Donc dans ce cas, l'atmosphère de l'étoile, elle contient non seulement du mercure, mais aussi du sodium. Ces deux gaz, ils ont à eux deux absorbé 6 radiations de la lumière blanche, et donc le spectre observé de l'étoile, il contient 6 raies noires. Nous avons donc vu 3 gros types de spectres lumineux. Premièrement, les spectres continus, qui vont nous permettre d'obtenir des informations sur la température du corps chaud qui produit de la lumière blanche. Ensuite, nous avons vu des spectres discontinus, que l'on appelle également des spectres de raies. Parmi eux, il y a les spectres de raies d'émission, qui sont produits lorsque les gaz sont excités et qui nous permettent de faire des néons ou des lumières colorées. Et enfin, les spectres de raies d'absorption que l'on observe lorsqu'on regarde des étoiles et qui vont nous permettre d'analyser la composition ou l'atmosphère de ces étoiles ou de ces planètes. Voilà qui conclut la seconde partie du chapitre Vision et images sur les spectres lumineux et la dispersion de la lumière blanche. Et passons maintenant à notre dernier cours, la dernière partie de notre chapitre Vision et images, où nous allons étudier les lentilles optiques. Dans un premier temps, nous verrons plusieurs définitions et mots de vocabulaire qui sont essentiels pour votre chapitre d'optique en seconde. Ensuite, nous verrons quels sont les rayons lumineux particuliers qui passent à travers une lentille.
Et enfin, nous verrons comment construire l'image d'un objet à travers une lentille et comment calculer son grandissement. Les lentilles sont des objets en verre qui sont utilisés en optique pour pouvoir voir différentes choses. On peut penser par exemple à la loupe, qui est globalement constituée uniquement d'une lentille, mais il existe d'autres assemblages plus complexes qui vont permettre de fabriquer des jumelles, des microscopes ou des télescopes par exemple. Et chacun de ces objets, il va faire emprunter un chemin différent à la lumière et nous permettre d'observer certaines choses. Donc en fonction du nombre de lentilles qu'ils utilisent et en fonction du type de lentille. Ici, vous voyez les différents types de lentilles qui existent, donc convexes avec les bords arrondis vers l'extérieur, ou alors concaves avec les bords arrondis vers l'intérieur. On constate surtout deux gros types de lentilles, les lentilles convergentes, donc ce sont les convexes, à travers lesquelles vous êtes censé voir des objets qui vont paraître plus gros, et les lentilles divergentes, à travers lesquelles les objets doivent paraître plus petits. Nous étudierons en classe de seconde uniquement les lentilles convergentes. Et sachez que l'œil agit lui aussi comme une lentille. L'iris est en fait un filtre qui va laisser passer seulement une partie de la lumière, puis c'est le cristallin qui va jouer le rôle de la lentille convergente. Et enfin la rétine, elle va jouer le rôle d'un écran et nous permettre de récupérer l'image qui est associée à l'objet que nous sommes en train de regarder. Nous allons détailler un petit peu le fonctionnement de la lentille convergente pour bien comprendre tout cela. En classe de seconde, les lentilles que nous utilisons sont les lentilles minces convergentes et nous allons les modéliser avec une double flèche verticale. C'est-à-dire plutôt que de les dessiner sur nos schémas, nous allons les représenter avec cette double flèche. Et pour analyser la lumière qui passe par une lentille, nous allons avoir besoin de définir certains objets géométriques. Premièrement, l'axe optique, qui est une droite perpendiculaire à la lentille et qui passe par son milieu. Ensuite, le centre optique est l'intersection entre cet axe optique et la lentille. Il s'agit donc du milieu exact de la lentille convergente. Nous avons ensuite deux points particuliers qui se trouvent sur l'axe optique. Le foyer image f' d'un côté et le foyer objet f de l'autre. Ils peuvent être plus ou moins éloignés de la lentille en fonction de la lentille convergente utilisée, mais en tout cas ils seront toujours sur cet axe optique. Et ces deux foyers sont toujours situés à la même distance du centre optique, c'est-à-dire qu'on aura toujours OF qui est égal à OF'. En fonction de la lentille convergente que vous utilisez, vous pourrez observer des objets plus ou moins grandis. Et cela dépendra de la distance focale de votre lentille que l'on note f'. La distance focale, f', elle correspond à la distance entre le centre optique et le foyer image de votre lentille, f', qui dépend de la lentille en question. On peut tout aussi bien définir une lentille convergente par sa vergence, qu'on notera grand C, et elle se calculera en divisant 1 par la distance focale. Donc la distance focale devra être exprimée en mètres et le résultat que nous trouverons pour la vergence s'exprimera en dioptrie, de symbole petit delta. Par exemple, si vous utilisez une lentille convergente de distance focale 5 cm, votre vergence elle sera égale à 1 divisé par 5 fois 10 puissance moins 2, puisque 1 cm c'est 10 puissance moins 2 mètres. Et la vergence de votre lentille elle sera à ce moment-là de 20 dioptries. Mais si vous utilisez une lentille convergente de distance focale 8 cm, avec des foyers images et objets plus éloignés du centre optique, alors la vergence de cette lentille sera de 12,5 dioptries, et vos images seront plus grandes que celles obtenues avec la lentille précédente. Voilà donc le vocabulaire que vous devez connaître en classe de seconde pour bien démarrer votre chapitre sur l'optique. Vous devez être capable, sur un schéma tel que celui-ci, de reconnaître l'axe optique, le centre optique, les foyers images et objets, f' et f, et aussi être capable de donner la distance focale d'une lentille, voire d'en déduire sa vergence. Et en pratique, voilà à quoi cela peut correspondre. Donc ce ne sera pas une pomme, mais plutôt un objet plat que vous utiliserez lors de vos séances de travaux pratiques, comme une forme ou une lettre, et vous allez devoir aller projeter son image sur un écran. Vous aurez finalement à gauche un objet que vous éclairez et qu'on appellera l'objet AB, au centre la lentille, et à droite vous allez récupérer l'image de votre objet qu'on appellera A'B' sur un écran. Et si vos foyers sont plus éloignés du centre optique, alors votre image elle sera plus grande, puisque la distance focale de votre lentille elle sera plus grande, et par conséquent sa vergence sera plus petite. Et sachez que l'image, lorsqu'elle se trouve de l'autre côté de la lentille, qu'elle est projetée sur un écran, on dit que c'est une image réelle. En seconde, vous ne travaillerez qu'avec des images réelles. Mais en ce qui concerne la partie théorique, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir vous demander au cours des exercices,
il va falloir être capable de construire des images qui se forment à partir d'un objet donné lorsqu'on utilise tel ou tel type de lentille avec telle ou telle distance focale. Et pour cela, vous allez avoir besoin de connaître les propriétés de certains rayons lumineux particuliers. Le premier type de rayons lumineux particuliers sont ceux qui apparaissent ici en rouge. C'est les rayons qui vont passer par le centre optique de la lentille. Eh bien, sachez que tous les rayons lumineux qui passent précisément au centre de la lentille ne seront pas déviés en sortant de la lentille. Un deuxième type de rayons particuliers, ce sont les rayons de lumière qui arrivent en étant parallèles à l'axe optique. Des rayons incidents donc parallèles à l'axe optique. Eh bien, ces rayons incidents, après être passés par la lentille convergente, ils vont émerger en étant tous renvoyés sur le foyer image. On dit qu'ils vont tous converger vers F' en sortant de la lentille. Et le dernier type de rayon particulier, il s'agit de ceux qui passent initialement par le foyer objet, ou bien les rayons incidents qui passent par le point F si vous préférez. Et bien tous ces rayons, lorsqu'ils vont ressortir de la lentille, ce seront des rayons émergents qui vont être parallèles à l'axe optique. Et le comportement de ces trois types de rayons particuliers, il est à retenir par cœur. Vous aurez peut-être l'occasion lors de séances de travaux pratiques de vérifier à l'aide d'un rayon laser que les faisceaux qui passent par le centre optique ne sont pas déviés, que ceux qui sont parallèles à l'axe optique convergent vers le foyer image, ou enfin que ceux qui passent par le foyer objet vont ressortir de la lentille en étant parallèles à l'axe optique. En tout cas, c'est grâce à ces rayons particuliers que nous allons être capables, de manière théorique, donc sans réaliser d'expérience, de savoir quel type d'image va se former à partir d'un objet. Pour cela, on représente l'objet comme une flèche allant de A vers B, A étant une extrémité de l'objet et B l'autre extrémité. Et si notre objet mesure 2 cm, on notera que la distance algébrique AB mesure 2 cm. On parle ici de mesure algébrique car vous allez parfois avoir des mesures qui seront négatives en fonction d'où vous allez vous situer sur l'axe. L'objet AB, il est situé au-dessus de l'axe optique, il a donc une valeur positive. Cela signifie qu'il est à l'endroit. Et si nous avions placé l'objet AB à l'envers, nous aurions dû écrire que la distance algébrique AB mesurait moins 2 cm. Et nous aurions dû représenter l'objet en dessous de l'axe optique. Dans ce cas-là, notre objet il a toujours une taille de 2 cm, mais comme il est orienté vers le bas, on dit qu'il est renversé. Le signe moins, donc, il sert juste à indiquer si l'objet il est à l'endroit ou à l'envers. Une petite remarque ici, lorsqu'on se sert des mesures algébriques, il faudra donner les valeurs positives pour tout ce qui est situé au-dessus de l'axe optique et à droite de la lentille. Ainsi, les mesures de AB et de OF' sont positives. Mais tout ce qui se trouve en dessous de l'axe optique ou à gauche de la lentille est négatif. Ainsi, la mesure OF entre le foyer objet et le centre optique, elle est négative, et la mesure OA entre le centre optique et le début de l'objet, elle est négative également. Mais revenons donc à la construction de l'image, donc en classe de seconde. Ce que vous allez devoir faire lors des exercices, de déterminer où va se trouver l'image A'B', qui va être obtenue à partir de l'objet AB. En classe de seconde, on va déterminer donc des images réelles, ce qui veut dire que l'image, elle va aller se former de l'autre côté de la lentille. Donc elle va aller se former de l'autre côté de la lentille, mais à quel endroit exactement sur l'axe optique? Est-ce qu'elle sera plus grande ou plus petite que l'objet originel? On peut aussi se poser la question de quel va être son sens. Est-ce qu'elle va être dans le même sens que AB, une image droite on dira, ou alors est-ce qu'elle va être renversée en dessous de l'axe optique? La seule chose dont on est sûr pour le moment, c'est que le point A', le point image A', il sera lui situé sur l'axe optique, puisque nous avons bien placé le point objet A sur l'axe optique pour faciliter l'analyse et la construction de notre image. On ne sait juste pas encore à quel endroit. Et pour le savoir, il va falloir d'abord déterminer le point B'. Et pour déterminer ce point image B', nous allons nous servir des rayons particuliers dont nous venons de parler dans la partie du cours précédente. Vous savez maintenant qu'un rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Et on sait que ce rayon rouge qui passe par le point B, puis par le centre optique, il passera également par le point image B' de l'autre côté de la lentille. Utilisons maintenant un deuxième rayon particulier, par exemple celui qui passe par le point objet B et par le foyer objet F. Et bien ce rayon, en ressortant de la lentille, il va être parallèle à l'axe optique. Et il passera lui aussi par le point image B'. Nous avons donc déjà réussi à déterminer, à l'aide de deux rayons particuliers, où va se trouver le point image B'. Et par conséquent, on trouve aussi la position du point image A' en remontant sur l'axe optique et en le coupant perpendiculairement.
Mais généralement, on va quand même aller tracer le troisième type de rayon particulier, passant par le point B, celui qui est initialement parallèle à l'axe optique, et qui lui doit ressortir de la lentille en passant par le foyer image, puis par le point image B'. Ceci, c'est dans le but de vérifier que nos tracés sont bien précis, car le rayon il doit forcément converger lui aussi vers le point image B'. Sinon, cela veut dire que vos tracés ne sont pas suffisamment précis, que vos droites n'étaient pas bien parallèles, etc. Donc ce que nous venons de faire, théoriquement, c'est ce qui correspond à ce que vous faites en classe de travaux pratiques, où vous éclairez un objet réel avec une lampe, puis vous placez une lentille au milieu sur votre axe optique, et enfin un écran de l'autre côté de la lentille pour pouvoir observer l'image. Vous devez, en classe de travaux pratiques, disposer l'écran exactement au bon endroit, exactement à l'endroit où se forme l'image A'B', pour qu'elle puisse apparaître nette. Et comme vous le constaterez en classe de travaux pratiques ou au cours de vos exercices, lorsque vous utilisez différents types de lentilles, vous allez obtenir des images qui sont plus ou moins grandes. Vous pourrez alors calculer le grandissement en divisant la taille de l'image obtenue par la taille de l'objet. On appellera ce grandissement gamma. Dans notre cas ici, l'image elle mesure 4 cm, alors que l'objet il ne mesurait que 2 cm. Vous obtiendrez donc, en divisant 4 par 2, un grandissement de 2. Autrement dit, votre image elle est 2 fois plus grande que votre objet. On divise ici en réalité moins 4 par 2 et on obtient moins 2. Ce qui veut toujours dire que notre image elle est 2 fois plus grande, mais aussi qu'elle est inversée. Le signe moins indique simplement que l'image est dans l'autre sens que l'objet. Et ce grandissement, il peut également être calculé d'une autre manière en divisant la distance OA', donc entre le centre optique et l'image, par la distance OA, donc la distance entre le centre optique et l'objet. Ceci s'explique tout simplement par l'application du théorème de Thalès, pour ceux qui ont reconnu et qui se souviennent bien de leur cours de mathématiques du collège. Terminons juste avec quelques mots de vocabulaire pour caractériser les images obtenues en classe de seconde, avec des lentilles convergentes. Donc si votre objet il se trouve d'un côté de la lentille et que l'image se forme de l'autre côté de la lentille, on dit que l'image obtenue est réelle. Ce sera toujours le cas dans vos exercices ou dans vos travaux pratiques en seconde. Les images non réelles, on les appellera des images virtuelles. Elles vont se former du même côté que l'objet, mais elles nécessitent des constructions différentes et vous verrez ça dans les classes supérieures. Ensuite, l'image que nous avons obtenue, elle est inversée, comme vous le voyez sur la projection de la lettre R ici qui se retrouve à l'envers. Cela signifie qu'elle est dans le sens contraire de l'objet originel. Et pour sa construction, nous avions d'ailleurs trouvé que B' était en dessous de l'axe optique. Mais dans d'autres contextes, avec des constructions différentes, vous pourriez avoir des images droites, c'est-à-dire que l'image, elle serait dans le même sens que l'objet originel. Et au cours de votre construction, vous allez donc trouver un point B' qui serait au-dessus de l'axe optique. Enfin, lorsque vous obtenez une image réelle, vous pouvez aller mesurer sa taille sur l'écran. Dans notre exemple, l'image se retrouve agrandie par rapport à l'objet originel. Et dans ce cas de figure, le grandissement calculé il est inférieur à moins 1. Il vaut soit moins 2, soit moins 3, quelque chose comme ça. Si on avait eu une image agrandie mais droite, le grandissement il aurait été supérieur à 1. Il aurait valu 1,5, 2 ou 3. Par contre, si le grandissement de l'image que vous obtenez il est compris entre moins 1 et 1, cela signifie que votre image, qu'elle soit droite ou renversée, elle est réduite par rapport à l'objet originel. Juste une petite remarque pour le grandissement, si votre grandissement il vaut exactement 1 ou exactement moins 1, ça veut dire que votre image elle a la même taille que votre objet. Voilà qui conclut cette partie du chapitre Vision et images sur les lentilles optiques, un chapitre qui, je vous le rappelle, fait partie du programme de seconde sur les ondes et les signaux.